Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aujourd'hui pour le webinaire La commercialisation des viandes au Québec, réglementation et coûts de revient. Je me présente, Gilles Lavoie, agronome et conseiller en production animale au MAPAC et j'aurai le plaisir d'animer cette activité jusqu'à 16 heures aujourd'hui. Ce webinaire est une initiative du MAPAC en collaboration avec les réseaux Agri-Conseil. Son but est d'offrir aux entreprises agricoles des outils concrets et de l'information utile pour soutenir leurs décisions d'affaires. Aujourd'hui, on va parler de commercialisation et de réglementation, mais surtout de rentabilité. L'objectif est de vous permettre de mieux comprendre vos obligations, d'éviter les faux pas et d'avoir une meilleure lecture de vos chiffres, notamment en ce qui concerne le coût de revient, qui demeure un levier essentiel pour être compétitif. Notre première intervenante et principal partenaire financier, je vous présente Madame Laurence Tardif, directrice au réseau Agri-Conseil des Laurentides. Madame Tardif va nous parler des conseillers, des services conseils subventionnés par les réseaux Agri-Conseil auprès de nos producteurs agricoles. Laurence, ça va être à vous. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous parler du réseau Agri-Conseil. Mon réseau est celui des Laurentides, mais je représente aussi l'ensemble des 13 réseaux. Je vais vous partager mon écran. Donc, le réseau Agri-Conseil Laurentides est un réseau qui comporte 13 réseaux à travers le Québec. C'est une entreprise qui est un organisme à but non lucratif qui subventionne les services conseils qui peuvent être entre 50 et 75 50 étant le domaine de gestion et de technique, 75 dans le domaine agro-environnement. Dans le domaine de gestion et de technique, on peut avoir des bonifications régionales bio ou relève qui peut ajouter un 15 aux 50 Mon travail et le travail de tous les directeurs du réseau Agri-Conseil est un travail de référencement. Donc, on vous donne, vous nous appelez, on discute de votre projet et on vous réfère des conseillers selon vos besoins. Le Québec est grand, les régions sont grandes, donc on a un budget spécial pour couvrir les déplacements si des conseillers ne sont pas disponibles dans votre région. Le type de service conseil, agro-environnement, régie et l'élevage, régie des cultures, agrotourisme, transformation alimentaire, gestion technique, économique et financière, et commercialisation, tout ce qui s'appelle les outils de communication. Plus spécifiquement, en agro-environnement, on parle du PAA, on parle de l'évaluation détaillée et ciblée, on parle d'analyse santé. En fin de compte, tout ce qui a attrait à l'eau, le sol et l'air. Donc, aussi, on parle en agro-environnement de suivi des fertilisations, des conservations du sol, de l'utilisation de l'eau, etc. Régie des élevages, toutes les productions, que ce soit le lait, que ce soit le bovin, ovin, ovicole, caprin, des diagnostics génétiques, l'alimentation, le pâturage, la transition bio, le bien-être animal, les vérifications des systèmes et des méthodes de traite et les bâtiments. Vous devez construire, agrandir. On a des conseillers qui peuvent vous aider. Donc, l'implantation de l'innovation technologique, l'optimisation des processus, ça fait partie de la régie des élevages. Régie des cultures, toutes les cultures. Donc, on parle maraîchère, petits fruits, pommes. On y va même dans ce qu'on appelle dans notre jargon les PFNL, les produits forestiers non ligneux. Tous les conseils sur la plantation, mais la phytoprotection, la fertilisation, ça va aussi dans l'agro-environnement, mais dans la régie des cultures. Gestion technico-économique et financière.
Diagnostic ciblé ou global. Budget mensuel, coût de revient, analyse de financement de redressement, transfert de ferme. Quand on parle de transfert de ferme, on parle aussi de ressources humaines, de notaires, de fiscalistes qui se rencontrent pour s'assurer que le transfert de l'avoir, de pouvoir et des savoirs soit bien fait et de façon que ça soit harmonieux, parce qu'on sait qu'un transfert de ferme ne se fait pas du jour au lendemain. Le soutien pour le savoir-faire, faire soi-même sa comptabilité en fait partie. L'agrotourisme, profit et orientation de l'entreprise, les attraits touristiques, obtenir des portraits de son attrait touristique, des recommandations au niveau du développement et la bonification de l'offre, l'expérience client, l'aménagement d'un kiosque en fait partie. Commercialisation, outils de communication, développer des stratégies de commercialisation, le produit, le prix ou l'envoyer, ou la place et les promotions. Diagnostic versus commercialisation, kiosque, supermarché, marché public, les réseaux sociaux, la publicité, comment rejoindre votre marché cible et les sites transactionnels. Transformation alimentaire, gestion financière, organisation, mise en marché. Quand on parle de transformation alimentaire, on est là pour tout le cycle complet, à savoir de la création. On a des conseillers qui sont dans la création de recettes, d'autres qui sont dans l'optimisation du processus, d'autres qui vont vous aider, qui ont pour l'aménagement d'un aire de travail, votre cuisine, l'entreposage, la gestion opérationnelle, le diagnostic, la gestion financière, la distribution du produit, l'aménagement de kiosques, l'accès au marché et en fin de compte, les réseaux sociaux. Donc, on va du début de la recette jusqu'aux vos réseaux sociaux, excusez. Notre site Internet, vous le voyez à l'écran. Vous êtes producteur, vous êtes transformateur, mais producteur, hein, vous voulez avoir de l'aide. Le site Internet est là, le répertoire des conseillers, nos événements. Donc, sous l'onglet du répertoire des producteurs, il y a toute l'information sur AgroConseil au niveau des producteurs, des transformateurs. Vous trouverez ainsi tout le répertoire de tous les conseillers. Dans la région des Laurentides, nous en avons à peu près 80, mais dans l'ensemble du Québec, on n'est pas loin de 800. Donc, on est là pour aider les producteurs à avancer, à mettre en bien vos projets. Qui sont nos conseillers? Des agronomes, des agroéconomistes, des CPA, des biologistes, des ingénieurs, qui sont autant ingénieurs en bâtiment qu'ingénieurs forestiers pour la sériculture, des conseillers en ressources humaines, des conseillers en commercialisation et en transformation alimentaire. Le chiffre que vous voyez à l'écran, malheureusement, pour les Laurentides, c'est l'argent que j'ai dû laisser sur la table, à savoir 17% de mon enveloppe que je devais dépenser en budget, que je devais dépenser en aide financière, que je n'ai pas été capable de dépenser. Malheureusement, 11 des 13 réseaux ont eu des résultats, je ne peux pas vous dire similaires parce que je ne les ai pas en main encore, mais je peux vous dire que 11 des 13 n'ont pas tout dépensé leur enveloppe. Et malheureusement, c'est de l'argent que je n'ai pas pour aider mes producteurs et mes transformateurs. C'est de l'argent que je ne reverrai jamais. Donc, si je peux vous dire, mon travail, c'est de vous aider, de vous donner du référencement totalement gratuit. Le numéro qui est là, c'est le 1-866-680-1858. C'est le numéro général de l'ensemble des réseaux AgriConseil pour l'ensemble du Québec. S'il vous plaît, appelez-nous. On va vous aider à identifier vos besoins, vous donner des référencements et surtout de l'information sur les subventions. Appelez-nous. Vous ne nous dérangez jamais et ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions et aussi, ça va nous faire plaisir de vous envoyer une confirmation d'aide financière et de pouvoir vous aider. Le pire qui peut arriver, c'est qu'on vous dise que ça ne cadre pas dans le programme Service Conseil. Mais s'il vous plaît, appelez-nous, ça va nous faire plaisir.
Donc, je vous remercie. Et si vous avez des questions, vous avez le numéro à l'écran. Et si vous avez des questions, ne vous gênez pas, vous serez redistribués dans l'ensemble des réseaux au Québec. Merci, Laurence. Et, effectivement, on va souhaiter que les producteurs, les gens profitent du réseau. Maintenant, on va grandir notre dernier conférencier, et non le moindre, M. Laroche. Avec plus de 40 ans de savoir-faire dans de multiples facettes et rôles de l'industrie alimentaire, débutant sa carrière comme comptable dans l'hôtellerie, il a ensuite eu l'opportunité d'occuper des postes clés dans plusieurs secteurs de l'industrie alimentaire, comme chaîne de restaurants, dans la distribution, manufacturier, fait du détail et courtier alimentaire. Gilles Laroche et son équipe accompagnent, forment les gestionnaires et propriétaires d'entreprises bioalimentaires dans le développement de produits, de leur marché, leur coût de revient, leur méthode de production, ainsi que les plans d'affaires et de commercialisation. Son expérience unique inclut une compréhension approfondie des différences entre le secteur arachérie, hôtel, restauration, institution, et la vente au détail. Les interventions de Gilles permettent d'optimiser ou restructurer les processus, que ce soit en vue d'une expansion des activités de l'entreprise ou pour un accompagnement dans ses projets futurs. Monsieur Laroche, la parole est à vous. Bien, merci, l'autre Gilles. Je suis content de faire partie de cet événement. Vous allez voir qu'on va parler beaucoup de coûts de revient, des chiffres. Sortez vos calculatrices si vous voulez, mais on va parler d'un sujet qui est hyper important, qui est souvent, je dirais, un peu négligé ou méconnu aussi. C'est pas que les gens veulent le négliger, mais ils ont de la misère un petit peu avec les chiffres. Alors, on va passer à la présentation. Je vais partager mon écran. Alors, le coût de revient pour des marges de profit, attendez, je vais juste changer ça de place, parce que j'ai plusieurs écrans. Donc, OK. Pour le coût de revient, des marges de profit intéressantes et pour être compétitif. Alors, ce qui est important, c'est de vraiment savoir c'est quoi le coût de revient. Alors, si on prend la définition du coût de revient selon les dictionnaires, c'est la somme de toutes les charges directes et indirectes qu'une entreprise supporte pour produire un bien ou un service et le rendre disponible pour la vente. C'est la définition exacte des dictionnaires. Il y a plusieurs façons de compter son coût de revient. La première chose à faire, c'est la raison pour laquelle il faut bien le connaître, c'est d'assurer la santé financière de son entreprise et d'orienter sa stratégie commerciale. Bien déterminer son prix de revient est indispensable, évidemment. Ne pas porter attention sérieusement à son coût de revient, c'est évidemment de ne pas chercher à réduire ses coûts parce que vous ne connaissez pas vos coûts, donc vous ne pouvez pas essayer de les réduire. Fixer un prix de vente trop bas puis peut-être vendre à la perte. Ne pas prendre connaissance d'une détérioration de la situation financière de votre entreprise, puis à un moment donné, vous avez une surprise que votre comptable il dit ça va pas bien. Et il est important de connaître la rentabilité de chacun de vos produits et pas juste l'entreprise au complet pour savoir lesquels produits qu'on dit qu'on pourrait rationaliser puis voir des produits qui, regarde, ceux-là, on va arrêter de les vendre parce qu'on perd de l'argent. Des fois, il y a des clients qui veulent absolument l'avoir, mais à un moment donné, il faut prendre des décisions. Puis avec une bonne connaissance de coût de revient, il vous sera plus facile de négocier en toute connaissance de cause avec des clients à gros volume. Autrement dit, quand vous négociez avec un client, vous êtes dans son bureau, mais il va vous demander un petit rabais, un pourcentage de moins, mais si vous savez vraiment, vous connaissez vos coûts, vous allez pouvoir dire oui ou non sur le champ. Et connaître son entreprise sous bout des doigts, mais évidemment, c'est la meilleure façon pour prendre des décisions réfléchies, autant au niveau d'investissement qu'engager du personnel, etc. Fait qu'il faut vraiment la connaître sur le bout des doigts. Alors, moi, ça fait longtemps que je vais sur le terrain pour aider les entreprises dans le domaine. Et ce que je rencontre le plus souvent, attendez, je vais baisser mon écran, comme ça vous allez. OK. Ce que je vois beaucoup sur le terrain, c'est les questions que je pose. Quelle est ta compréhension du coût de revient? Ce qu'on me répond, c'est le coût de revient, j'ai un peu de difficulté avec ça. Bon, c'est un peu compréhensif quand on décide de faire des tartes, mettons, puis on n'est pas comptable. Ça nous prend de l'aide. Comment tu prends-tu pour définir ton prix de vente de tes produits? Ça, c'est des réponses que j'ai souvent. C'est le prix que ça se vend. Moi, je le vends à ce prix-là.
c'est le prix que ça se vend, c'est la concurrence. Évidemment, si vous avez un meilleur coût de revient, vous pouvez vendre moins cher ou plus cher, tout dépendant de vos coûts de production, etc. Comment peux-tu négocier des rabais avec tes clients? Comme je disais tantôt, les clients peuvent vous demander sur place, mais moi, je veux un rabais de 2, 3, 4, 5 %. Mais c'est ce que j'entends souvent, ouais, ça, j'ai ça parce qu'à chaque fois, c'est une nouvelle dépense pour moi. Parce que c'était pas prévu dans ses coûts de revient. Donc, ils ne connaissaient pas ses marges, si c'est pas si peu d'en donner. Est-ce que tu sais si ton entreprise génère des profits? Ça, c'est une réponse que j'ai eue une fois, mais ça m'a surpris. Ça doit, parce qu'il y a plus d'argent dans le compte de banque. Mais il m'a pas dit qu'il y avait peut-être plus de payables aussi. Là. Fait que sa réponse c'était celle-là vraiment. Qui s'occupe de la comptabilité chez vous? Et ça arrive souvent. C'est l'ami d'un collègue, d'un beau-frère ou d'une ma tante ou d'un oncle ou etc. C'est des gens qui connaissent un peu moins la comptabilité dans le domaine de la transformation alimentaire. Fait que des fois, c'est beaucoup plus difficile. Bon, le calcul du coût de revient. Il y a plusieurs façons de calculer son coût de revient. On va aller la façon la plus simple pour une petite entreprise. Prenons par exemple que vous achetez des souliers et vous les revendez. Donc, il n'y a pas de transformation. Vous achetez et vous revendez. Vous avez un inventaire, tout simplement. Alors, quel coût de revient qu'on appelle le CMV pour le coût de marchandises vendues. Vous allez souvent entendre ça chez un comptable qui va vous dire c'est quoi ton coût de marchandises vendues. Tu les as vendus, ils t'ont coûté combien? Fait que moi, j'ai mis des souliers, il avait l'air à avoir froid, fait qu'on va l'aider. Inventaire du début, OK, on commençait, on avait 10 paires de souliers qui m'ont coûté 12 $ chacun, donc ça fait 120 $. Et j'en ai vendu durant l'année, j'en ai vendu 200 à 12 $. Donc, j'ai eu 2400 $ de vente. Et mon inventaire à la fin est de 5 souliers à 12 $, ça fait 60. Donc, si on fait le calcul, 120 plus 2400 moins 60, il nous reste un coût de marchandises vendues de 2460. Pour ce qui est des coûts fixes, parce que ça aussi, c'est super important, c'est difficile des fois à comprendre. La plupart des comptables, ce qu'ils vont dire, c'est de prendre tes coûts fixes, prends tes coûts de produit, puis ajoute 25 %. Fait que dans ce cas-ci, si on le fait, on est à 2460, qu'on a dit le CMV, le coût de marchandises vendues. On multiplie par son 25 %. Donc, c'est tout le temps 25 % de plus. C'est 615 $. Et à 615 $, le coût de revient nous revient à 3075 au total. Et 3075 au total avec 205 qu'on a vu, 10 en inventaire, 200 de vendus, 5 de moins. Il reste 205 souliers qu'on a vendus dans l'année. Il reste, ça nous a coûté, le coût est à 15 $ chacun. Mais ça, c'est une façon simple de le faire quand c'est pas compliqué. Puis, idéalement, ça peut être fait dans l'année aussi. Tout simplement, dans une année, on a vendu 40 000 unités. Les achats et l'emballage, etc., dans l'année, nous a coûté 50 000. Le coût indirect, là, le main-d'œuvre et frais fixes et tout, tous les coûts au complet, c'est 150 000. Donc, on a un coût annuel. Moi, cette année, ça m'a coûté 200 000 $. J'ai vendu 40 000 unités. Donc, mon coût par unité était 5 $ pour le coût fixe. Donc, le prix de vente, 20 $ par année, par unité. Le coût de revient de 5 $ par unité. Il me reste, c'est 25 %. Comme on avait dit tantôt, que le comptable, il dit rajoute 25 %. C'est ce que ça donne. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais on va en parler. En transformation alimentaire, c'est beaucoup plus compliqué. Premièrement, on a des ingrédients. Ensuite, on a de la manutention, la main-d'œuvre pour préparer les ingrédients. On va mettre des petits souliers avec, plus la main-d'œuvre est égale à un produit fini. Ça, c'est vraiment le coût produit. Dans ça, il n'y a pas de coût fixe. Fait que les matières premières et emballages, comme on l'a dit, le coût de main-d'œuvre direct. Main-d'œuvre direct, c'est ceux qui touchent au produit, qui sont sur la ligne de production, ou bien non, si c'est artisanal, c'est eux qui touchent au produit. Par exemple, si on prend un directeur d'usine, quelqu'un qui s'occupe de l'usine, ben lui devient dans les fixes, parce que ce que vous vendez plus ou moins dans une journée, produisez plus ou moins dans une journée, il va être payé le même montant. Donc, il devient fixe. Fait que ça, c'est le coût de revient par produit. Okay. Ensuite, pour ce qui est des coûts fixes, excusez, j'ai passé trop vite. Une petite seconde, parce que j'ai une roulette sur ma souris, puis si je l'accroche, ça. OK, pour ce qui est des coûts fixes, additionner le coût fixe d'une période donnée et diviser par le nombre d'items vendus pour la période. Fait que ça vous donnera une meilleure idée du coût de revient net par produit. Parce qu'idéalement, de savoir net par produit, incluant les coûts fixes, mais ça te donne une idée si c'est un produit rentable ou pas. Le calcul des coûts fixes à l'unité. Fait qu'additionner les coûts fixes usine et administration,
Quand on dit coût fixe d'administration, c'est exemple 100 000 par année. L'entreprise est en opération 5 jours semaine, 250 jours par année si on enlève les fins de semaine, 8 heures par jour, ce qui égale 8 fois 250 égale à 2000 heures par année que votre usine est ouverte. Donc 100 000 divisé par 250 jours, c'est 400 $ par jour. Et 400 $ divisé par 8, ça revient à 50 $ de l'heure. Fait que votre usine travaille à 50 $ de l'heure quand on parle de coût fixe. Donc, si vous produisez 50 caisses en une heure, bien, ça va vous coûter, vous pouvez dire que ça vous a coûté, excusez, 1 $ de coût fixe par produit. Si vous en produisez 10 seulement, parce que c'est plus compliqué, bien, ceux-là vous ont coûté 5 $ en coût fixe. Moi, je préfère le faire comme ça pour vraiment avoir une bonne idée de, écoute, ça vaut-il la peine qu'on fasse ce produit-là, on en fait juste 12 à l'heure ou 6 à l'heure, c'est comme ça. L'autre produit, on en fait 50. Fait qu'il y a des décisions à prendre. Donc, on parlait tantôt de rationaliser. Le coût fixe est variable. Ça, c'est super important de les comprendre. Le coût variable est celui qui varie directement selon le volume produit. Comme on disait tantôt, le directeur d'usine, lui, est dans le fixe. Qu'est-ce qui est dans le variable? C'est les matières premières contenues dans la fabrication du produit fini. On a aussi les pertes nettes de matières premières, parce que moi, quand on parle de nourriture, il y a tout le temps un 2 1 4 ça peut jusqu'à 7 de perte. Par exemple, si vous faites un mélange dans une cuve, mais à la fin, vous allez nettoyer, vous allez prendre ce qui reste, mais il reste 1 ou 2 Fait que c'est important de l'inclure parce qu'à la fin de l'année, ça fait une différence. L'emballage, carton, étiquette, sac et autres, tout ce qui est emballage, ça rentre dans la matière première. Et aussi les frais de transport payés sur les achats de vos matières premières, pas sur la livraison chez les clients. Mais quand vous achetez des produits, des fois, le fournisseur va vous acheter, il va vous charger du transport, mais ça rentre dans le coût de produit, dans le coût variable. Et la main-d'œuvre directe en production, incluant les parts d'employeurs. L'énergie nécessaire à faire fonctionner l'équipement. Ça, c'est juste si c'est nécessaire, si c'est important. Par exemple, vous faites, si vous avez une grosse boulangerie, puis vous avez un four qui marche à journée longue, mais lui, ça vaudrait la peine de même de vérifier, soit avec la compagnie de gaz ou l'électricité, c'est quoi à peu près la consommation. Parce que si vous ne produisez pas pendant cette journée-là, mais ça ne vous coûte pas le coût de l'électricité ou du gaz. Fait que si c'est important, prenez-le en compte, sinon, ça vaut pas vraiment la peine. Là, je suis revenu avec ma souris encore. Je vais avancer ça. OK. Il est important de séparer les coûts fixes et les coûts variables pour être en mesure de calculer son seuil de rentabilité. On va le voir tantôt comment faire. C'est une façon très simple. Il faut juste le connaître. Les coûts fixes, c'est celui qui ne varie pas selon le volume produit dans la journée. Donc, la main-d'œuvre indirecte en production, incluant les parts d'employeurs. Les parts d'employeurs, en passant, c'est quand vous avez, mettons, vous donnez des salaires, vous avez un salaire de 45 000 $, vous avez les régies des rentes, etc., etc. Mais en bas, dans la partie du bas, ça, c'est les parts d'employeurs. Donc, votre employé va payer 2 759 $ de rente, mais vous allez payer le même montant qui est doublé. Alors, le prix d'assurance chômage, c'est plus que 50 %. Donc, ça, c'est les parts d'employeurs. Ça vous coûte environ 14,2 % de plus que ce que vous payez comme salaire de 45 000. Ça, c'est important de le calculer parce que c'est vraiment une dépense pour vous. Ensuite, le loyer, l'hypothèque, l'énergie utilisée pour les bureaux, tout ce qui est fixe partout, les taxes et permis, les représentants, déplacements, hébergements, repas cellulaires, toutes les dépenses du représentant, frais d'administration, frais de bureau, tout ce qui est fourniture de bureau, évidemment, frais de banque, intérêts, emprunts, marge de crédit, publicité, promotion, assurance. Il y en aurait plein là, que je pourrais en rajouter, mais c'est tout ce qui est fixe qui fait rouler votre entreprise, ça devient un coût fixe. Là, par contre, je ne vais pas vous mélanger, mais quand on veut aller la calculer à l'unité, bien, un coût variable devient fixe à l'unité, puis un coût fixe devient variable à l'unité. Je vais vous expliquer ça bien en détail. Mettons que le coût variable à l'unité est de 5 $. Ça, c'est ce qu'on a vérifié tantôt. Ça vous coûte 5 $. Donc, coût à la caisse de 12 starts, ça fait 36 $. On fait une journée, on en fait 12 caisses. En faisant 12 caisses, ça vient 60 $ fois 12, ça fait 720. Et 720 divisé par 144 unités, ça fait 5 $ l'unité. Une autre journée, on en fait beaucoup plus. On en fait 18. En faisant 18, 60 fois 18 à la caisse, 18 caisses plutôt, ça fait 1080. 1080 divisé par 216 unités, qui est 18 fois 12, ça fait 5 $ l'unité. Comme vous voyez, le coût variable, il est devenu fixe à l'unité. Okay? Et que vous en faites plus,
pas plus, moins, ça va tout être le même coût, 5 $. Par contre, le coût fixe, qui est à 100 000 $ par année, mettons pour 2000 heures, qui est 50 $ de l'heure, lui, c'est différent. Si vous faites les 12 caisses, comme on disait tantôt, vous faites 12 caisses à 50 $ l'heure, ça vous revient à 4,16 divisé par 12, ça revient à 34 cents l'unité. Puis si dans la même heure, vous en faites 18, ça vous revient à 23 cents l'unité en coût fixe. Fait que si vous regardez, votre coût fixe devient variable à l'unité. Ça, c'est important de le comprendre. Prenez des photos si vous voulez, mais c'est vraiment important de bien le comprendre. J'espère que je ne l'ai pas trop mélangé, là. Vous devriez toujours être en mesure de connaître votre marge de coût variable à chaque période. Ça, c'est important de le faire à chaque période, soit par mois, soit par semaine même, mais de ne pas le faire juste à la fin de l'année, s'apercevoir que, oups, ça ne marchait pas. Voir si vos coûts fixes restent les mêmes, parce que les coûts fixes, en principe, vont rester les mêmes. C'est quand on parle des marges de coûts variables, ça peut différer. Si, par exemple, un mois, vous faites un produit, puis votre marge le coût variable est d'un certain pourcentage, puis le mois d'après, le pourcentage est plus élevé, ça ne devrait pas. Fait qu'il y a une raison, puis ça, il faut la trouver. Après ça, si connaître votre rentabilité à chaque période et par produit, par catégorie. Ça, c'est la meilleure façon, si vous avez toutes ces informations-là, pour pouvoir prendre des décisions réfléchies. Excusez-moi. C'est vraiment important de le faire régulièrement à chaque mois pour pouvoir suivre l'évolution de vos coûts. Parce que des fois, ça peut changer, puis quand ça change, des fois, il y a du questionnement à se poser. Connaître le rendement et la force de main-d'œuvre directe. Si la force de main-d'œuvre directe vous coûte un pourcentage, puis le mois suivant, c'est plus. Mais si vous cherchez la raison, peut-être qu'on va vous dire, écoute, Gilles, la machine a cassé, on a été 4 heures à rien faire. Bon, parfait, on le sait. C'est ça qui est le plus important, c'est de le savoir. Sur le terrain, beaucoup d'entreprises utilisent des services comptables, soit un ami, soit professionnel, mais les professionnels qui n'ont aucune expérience en transformation alimentaire. Compte tenu que c'est différent, moi, j'ai vu souvent que c'était pas l'idéal. Alors, il devient très difficile de comprendre les états financiers et d'en faire une analyse appropriée. Comme par exemple, dans les états financiers, mettons les états des résultats, mais on va voir, par exemple, tous les salaires sont en même place. Ça devrait jamais être ça. Il y a les salaires fixes, puis il y a les salaires variables. Il y a aussi l'exemple, la voiture du patron et le camion de livraison, c'est dans le matériel roulant. Ça devrait être séparé aussi. Fait que ça, souvent, je vois ça. Puis souvent, ça ne devrait pas être comme ça. Coût de revient en agriculture. Les intrants, évidemment, les semences, les plants, les engrais, les aliments pour les animaux, l'énergie, matière, électricité, carburant, propane, etc., l'eau d'irrigation et la main-d'œuvre directe. Quand on dit direct, le salaire agriculteur, employé pour les travaux de production, préparation du sol, permis, récolte, etc. Fait que ça, c'est dans les coûts de main-d'œuvre directs. Alors, on va aller vers les animaux, parce que c'est ce qu'on doit parler aussi aujourd'hui. Commençons par le rendement d'un bouvillon. Le coût moyen d'un animal à produire est de 2400 $. Ça inclut les dépenses directes, là, si on regarde toutes les minéraux, l'eau, le transport, les coûts de l'abattoir, etc., les dépenses indirectes. Ça revient à 2400 $ l'animal. Alors, selon Agriculture et Agri-Food Canada, le poids moyen d'un bouvillon au Canada est de 1400 livres ou 235 kilos. Coût moyen de l'animal, 2400 divisé par 1400 livres ou 635, ça revient à 1,71 le livre ou 3,77 le kilo. Ça, c'est ce que ça vous a coûté. Selon le Centre de développement du porc du bœuf du Québec, le CDPQ, le rendement d'un bœuf est de 58 %. Ça veut dire qu'il vous reste 58 % une fois qu'il est abattu puis qu'on a enlevé tout ce qui doit être enlevé, là, évidemment. Il reste 812 livres ou 368 kilos. Donc, la carcasse, c'est 2400 divisé par 812 ou 368. Ça fait 295 la livre ou 6,52 le kilo qu'on est rendu. Parce qu'évidemment, on a parti avec 1400 livres. Là, on est rendu à beaucoup moins de livres. Donc, ça revient à 6,52 le kilo. Une fois qu'on est rendu là, on veut le dépecer, on veut faire des morceaux avec. Donc, selon encore le CDPQ, c'est 63 % d'une carcasse qui vous reste en viande. Donc, 512 livres et 232 kilos. Donc, le coût moyen, tout le temps le même calcul, 2400, ça revient à 4,68 le livre ou 10,34 le kilo. Ça, c'est une fois qu'il est dépecé. Donc, le rendement d'un bouvillon en viande comestible est de 512 livres divisé par 1400, ça monte à 37 %. Donc, le poids initial de votre animal, il va rester 37 % de viande comestible.
Ça, c'est des moyennes, évidemment. Là, il y aura des exceptions, mais c'est des moyennes. Fait que le rendement d'un filet mignon, par exemple, de la carcasse chaude est de 2,8 %. Ça veut dire qu'il y a juste 2,8 % de filet mignon dans un animal. C'est 812 livres multiplié par 2,8 %, ça fait 22,7 livres ou 10,3 kg. Fait qu'il y a 10,3 kg de filet mignon sur un animal. OK? On avait dit c'est 512 livres au total. Donc, si on fait le calcul, on est à 4,68 la livre ou 10,34 le kilo. Le prix de vente moyen est de 22 $ la livre ou 45 $ le kilo. Donc, même si toutes les pièces de viande vous coûtent un peu la même chose parce que c'est le même animal, mais évidemment, le filet mignon, vu que c'est une rareté, attends, excusez-moi, j'ai encore touché ma roulette. Pas long. Une fois, je me dis que je tape dessus. OK. Fait que, évidemment, en quantité, en dollars, ça ne vous coûte pas ce prix-là, mais si on prend tout l'animal au complet, vu que c'est une rareté, c'est pour ça qu'il se vend plus tard, qu'il se vend plus cher. Sur le prix de vente au détail, j'ai été voir chez IGA, il est à 11,60, donc 100 pour le 100 grammes, donc ça revient à 116 $ le kilo. La marge du marchand est de 25 % du PDS. Le PDS, c'est le prix de détail suggéré, moins 29 %. En fait, le 116 du kilo, c'est le prix de détail suggéré. Là, quand on enlève sa marge, le prix que le marchand va payer, on appelle ça le prix bottin dans le marché. Donc, son prix bottin, 87 $ le kilo. Lui, c'est ce qu'il va payer. Et il va le vendre 116. Vous avez, avant de le vendre avant le prix bottin, vous avez un 20 % du prix bottin qui est à 17,40 pour le coût de distribution, qui est à environ 20 %. Là, ça peut varier selon les services qu'on vous offre. Donc, vous êtes rendu à 69,60. Mais ça, c'est le prix que vous allez recevoir. C'est le chèque que vous allez recevoir. C'est 69,60. Donc, le coûtant, c'est 14,97 le kilo. Le profit brut avant promotion, c'est 69,60 moins 14,97. Donc, ça fait 54,63 qui reste. Les promotions, on va dire, mettons 20 % du PDS. Ça, c'est super important d'avoir si vous êtes au détail, évidemment, d'avoir un budget pour faire les promotions. Donc, vous êtes rendu à 31,43. Donc, le profit brut après promotion, 31,43 moins 18 par 69, ça fait 45 %. C'est beaucoup de chiffres, là, mais il faudrait peut-être le lire 2-3 fois là, pour bien comprendre. Si on fait la même chose avec un porcelet c'est beaucoup plus petit, évidemment, c'est 350 $ l'unité à peu près, tout le temps avec les mêmes dépenses d'alimentation, etc., les dépenses fixes. Puis si on fait le calcul, mais selon encore avec c'est 275 livres la moyenne, 125 kilos. Le rendement est de 76 %, plus que le bœuf. Donc, toujours selon la CBTQ. C'est 65 %. Il reste 136 livres ou 62 kilos par rapport au poids initial, original. Donc, le rendement d'un porcelet en viande comestible, comme on voyait tantôt, est de 136 livres par 275, exactement la moitié, 50 %. Bon, là, on va poursuivre on va aller dans une compagnie qui fait des plats cuisinés. Mettons, spaghetti, sauce à la viande, plat cuisiné. Fait que la personne qui a cette compagnie-là s'appelle Mme Tétrault. Puis vu qu'elle était dans les pâtes, elle a appelé sa compagnie Tétrault Nouilles. C'est pas sûr que c'est une bonne idée, là, mais en tout cas. Fait que sauce spaghetti, dans un contenant comme ça, le poids est de 200 grammes. Donc, 100 grammes de spaghetti et 100 grammes de sauce. C'est facile à compter. Prix de vente unitaire, 10 $ et le prix de vente aux 100 grammes, donc 5 $. Parce qu'au total, c'est 200 grammes. On va y aller avec ça. Avec les recettes de sauce spaghetti, ça, on va le passer assez rapidement. Tous les ingrédients. Je vous montre ça parce que vous allez voir plus loin, il y a une chose qu'il faut faire attention quand on fait des recettes, de bien calculer les rendements aussi. Donc, au total, si on regarde, on a 35,82 de coût qui est pour 205 kilos. Donc, ça fait, parce qu'au total, c'est 25 portions, comme on le voit en haut. Ça revient 1,43 le 100 grammes. Si on prend les ingrédients, maintenant, la sauce, on vient d'avoir 1,43 le 100 grammes. Ensuite, comme on l'a vu en bas, 1,43, 35,82 au total. Ensuite, si on prend les nouilles, en fait, le spaghetti, on l'a acheté Stefano à 3,29
pour 454 grammes. Donc, le 454 grammes, c'est 3,29 divisé par 454. Ça revient à 72 cents le 100 grammes. Donc, ça revient à 7,20 le kilo. Donc, il fait 72 cents pour le 100 grammes, qui est la quantité qu'on va mettre dans le plat cuisiné. Ensuite, la barquette, qui est 25 unités, qui revient à 22 cents chaque. Le total, le coût de matière première, 59,30 et 2,37 l'unité. Ça nous coûte 2,37, puis on veut le vendre, on va le vendre 10 $. Là, ce qu'il faut faire, c'est le niveau du rendement. Ça, il y en a beaucoup qui ne pensent pas à ça. Vous avez vu dans la recette qu'il y avait des tomates en dés. Les tomates en dés, le plat au complet, là, en fait, la boîte que vous achetez, c'est 796 ml. OK? Là, il faut les égoutter. Mais quand vous les égouttez, bien, il reste 483 ml. Donc, il y a une bonne partie qui n'est plus là, que vous n'utiliserez pas. Donc, c'est une perte. Fait que la quantité initiale était 796 ml, quantité égouttée 483. Donc, ça fait un rendement de 60% seulement. Donc, si on fait la différence, c'est que le prix payé à la boîte était 796 était 3,29 la boîte. Le rendement est de 60%. Donc, votre boîte vous coûte en réalité, ce qui est à l'intérieur, que vous allez utiliser, 5,48 la boîte. Fait que si on fait le changement au niveau de la recette, ici, on avait 6,38 unités, mais finalement, on est à 10,96 parce qu'il y en a moins dans la boîte qu'on a utilisé. Donc, ça augmente votre prix. Ça, c'est important de le faire quand c'est des grosses quantités, évidemment, là, les plus grosses quantités. Ensuite, le spaghetti, c'est un petit peu l'inverse. Le spaghetti, moi, les 100 grammes que j'ai achetés de Stefano, ils sont secs, évidemment, ils ne sont pas cuits. Puis quand je les fais cuire, bien, évidemment, le prix payé est 3,29, 450 grammes. Divisé par 450, ça vient 72 cents de 100 grammes. 720 le kilo qu'on a vu tantôt. Excusez. 720, c'est ça. Ensuite, si je les ai fait cuire, j'ai 250, la même quantité, j'ai fait cuire, je suis monté à 256 grammes au lieu de 100 grammes. Donc, le prix payé sec était 72 cents et la quantité 256 grammes. Donc, mon coût devient 28 cents le 100 grammes au lieu de 72. Ça fait quand même une différence assez importante, surtout si vous en faites beaucoup. Donc, on a vu tantôt que c'était 100 grammes chacun. Donc, le 720 au kilo va devenir 280 qui change votre prix complètement. Fait que ça, c'est juste deux exemples, là, mais souvent de penser quand vous faites des recettes, de vraiment vous assurer que le rendement est bien calculé. Fait que si on fait le total, le coût de matière première, environ, il y a tout le temps des pertes, comme on disait tantôt, à 2%. On est à 2,34 de coût de matière première, incluant les pertes. Ensuite, l'emballage, on est à 25 unités à 8,50 divisé par 25, c'est 34 cents chacun. Les boîtes 25 unités, on est les boîtes où ce qu'on met 25 unités dedans, c'est 0,8 cents. Ensuite, les étiquettes, on est à 0,2 cents l'unité. Total de coût de l'emballage, 44 cents. Coût de produit avant le coût fixe, comme on le disait tantôt, c'est qu'on est à 2,78. On a 2 employés, le coût main-d'œuvre direct de ceux qui travaillent sur le produit, donc ça revient à 46 cents l'unité. Et ensuite, les coûts fixes annuels, comme on disait tantôt, on avait à 35 cents l'unité, on avait, mettons dans ce cas-ci, 64 000 $ de coût annuel, etc., divisé par 2000 heures. On est à 35. Donc, le coût total, le coût de revient est à 3,59. Fait que tout ça, ça fait beaucoup de chiffres, là, mais c'est la façon qu'il faut le calculer quand vous avez des recettes. Les structures de prix dans les marchés, il y a 2 marchés, évidemment. Il y a le marché du détail puis le marché du service alimentaire, la restauration institutionnelle, etc. Donc, on va au détail le plus souvent, les marges des distributeurs. Par exemple, la boulangerie, ils vont prendre du 20 à 45, dans chaque charcuterie, du 30 à 45. Dans l'épicerie, du 10 à 40. Fromage, c'est du 30 à 45. Les fruits et légumes, c'est du 25 à 40. Les viandes, c'est du 15 à 35. Et le vrac, c'est 35 à 50. Ce qu'il faut dire, c'est que dans ces marges-là, évidemment, tout ça, c'est négociable. On peut vous arriver dire au début, ben moi, je veux 45, puis bon, on va voyer un petit peu, puis on va peut-être vous laisser passer à 30 ou à 25. Puis moi, j'en ai qui sont à 20, là, qui sont simplement comme dans l'épicerie, qui réussissent à avoir 20 ou 15. Là. Mais en général, c'est ce qu'on voit le plus souvent au détail. Puis ce qui est vraiment fréquent, c'est 35%, 30-35%. Liste de prix aux détaillants. On va y aller rapidement. Les prix détaillants, c'est la façon de le présenter. Mettons les tartes
les codes UPC que vous avez toujours, le code de produit qui est tout le temps les 5 chiffres qui sont ici dans votre code UPC. Le dernier chiffre, c'est un code de validation, fait qu'il ne fait pas partie de votre code de produit. Les formats, le prix unitaire, le PDS unitaire, ça, c'est vous qui décidez quel prix ça devrait se vendre au marché, au magasin. Le prix détail suggéré. Malheureusement, c'est suggéré. Fait que des fois, il y en a qui, au lieu d'être tous 95, vont essayer de le vendre à 13,95. S'ils le vendent plus cher, mais négociez avec vos gérants parce que s'ils le vendent trop cher, mais ils font mal à votre marque. Puis les gens vont dire, ben, c'est bien bon, mais c'est pas achetable. Après ça, la marge, la moyenne de 35%. Et après ça, il vous reste le prix bottin. Attendez, on va y arriver. Le prix bottin, ça, c'est le prix que vous allez vendre au marchand. Donc, le marchand va vous payer 7,77, mais probablement moins si ce n'est pas direct, vous allez avoir les frais de distribution. Les prix services alimentaires, c'est un peu plus simple. Tarte aux pommes. Par contre, au service alimentaire, vous avez les codes UPC, vous avez le code SCC. Les codes SCC, c'est Shipping Container Code. C'est un code, dans le jargon, on appelle ça un code caisse, parce que les distributeurs, ils veulent avoir ce code-là, qui a 14 chiffres, au lieu du UPC. Le UPC, il est sur l'item, et ce code-là, il est sur la caisse. Fait qu'encore là, vous mettez vos codes de produits, simplement. Puis, vous définissez, vous sortez, si vous calculez votre prix distributeur, parce que tous les restaurants font affaire qu'un distributeur. Vous pouvez vendre direct, ça se fait, mais je vous le dis, c'est parce que ça vous revient cher de livraison. Avec les distributeurs, ça, si vous faites le prix du distributeur et lui, il va le vendre le prix qu'il veut au restaurateur. Fait que, puis pour savoir à peu près, c'est rare que c'est rarement en haut de 20%. Fait que si vous rencontrez un restaurateur, vous pouvez dire, ben regarde, vous prenez votre 6,25, vous rajoutez 20%, pour vous dire c'est ça qu'il va payer à peu près. Ben, c'est pas à vous de décider quel prix que le distributeur va vendre. À 20%, ils sont pas mal tout le temps en bas de ça. Au détail, les programmes, c'est souvent 2% 10 jours, net 30 jours. Ça, c'est s'ils payent en 10 jours, vous donnez 2%. Mais ça, je vous le dis, ça se négocie pas, ils le prennent, ils vous le demandent même pas. Tous les gros, là, ils prennent tout automatiquement. Puis finalement, c'est 10 jours, mais vous êtes payé en 15 et 20 jours. Mais ça vaut la peine parce que si le 2%, ça vous permet de ne pas rentrer dans votre marge de crédit, que votre marge de crédit probablement vous coûte plus que du 2% d'intérêt. 5% de courtier, si vous faites faire un courtier, c'est vraiment la norme. Tous les courtiers sont en 5%. Il y en a qui vont demander, ça c'est un autre dossier qu'on pourrait parler un jour, mais ils pourraient demander un retainer, c'est un montant fixe au début, tant par mois, parce que vous n'avez pas de vente à leur donner s'ils veulent développer avec vous. Mais si vous avez déjà des ventes, c'est vous qui... Ils vont prendre le 5% sur toutes les ventes que vous avez, parce que c'est eux qui s'occupent de votre marché. Les programmes corporatifs bureau-chef, ça peut aller jusqu'à 13%. Ça peut être beaucoup moins. Des fois, c'est 2, 3, 4, tout dépendant de la grosseur de votre entreprise, mais ça peut aller jusqu'à 13%. Et les détaillants, comme on disait tantôt, c'est une moyenne de 35%. Au service alimentaire, vous avez tout le temps le 2% 10 jours, net 30 jours. Les gros de ce monde, le Cisco, les gros distributeurs, ils vont tout le temps prendre un 2%. C'est la même chose à 15 jours, à peu près comme le détail. Puis, ils vont vous demander des programmes. Ça, c'est quand vous avez plus de volume. Vous avez du volume avec eux autres. Ils vont vous demander un 5% rappel volume. Ça, vous le donnez, puis vous n'avez rien pour ça. Et le 8%, ça peut aller jusqu'à 8. Là, des fois, c'est 3,2. Des fois, c'est tout dépendant. Mettons, le maximum que j'ai vu, moi, c'est 8%. Le coop, ça, c'est de l'argent qui est mis de côté dans votre compte comptable. Puis qu'à la fin de l'année, ils prennent cet argent-là, puis on vous offre de faire des promotions. Vous ne pouvez pas le prendre pour payer votre loyer, mettons, là, mais c'est pour faire des promotions, des activités avec le distributeur. Comment calculer les programmes et les promotions? Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Mettons qu'on a un PDS, un prix détail suggéré à 12,99. OK? La marge du détaillant se calcule sur le PDS. Ça veut dire que lui, c'est 12,99 multiplié par 35%, 4,54. Donc, son prix bottin est à 8,45. OK? Le 35% ne se calcule pas de votre coûtant. Se calcule du PDS. Le coût distributeur est en pourcentage, se calcule du prix bottin. Mettons que c'est 12%, c'est 8,45 qui est le prix bottin qu'on a ici. 8,45 fois 12% est égal à 1,1. Ensuite, on a le courtage, 5%. Lui, il se calcule sur le prix du distributeur. Parce que c'est l'argent que vous allez recevoir. Donc, lui, il prend 5% de ça. Il va vous prendre 42 cents sur 8,45. Ça en fait beaucoup à donner. Hein. Les promotions rabais en dollars, mais ça, c'est pas compliqué, ça se calcule en dollars tout simplement. 12,99, vous réduisez d'$, puis vous vendez le produit. Ils vendent le produit au détail à 11,99. Le $, c'est vous qui le payez. Puis que les gens ne comprennent pas, mais qui prennent pas la peine de le faire comme il faut. Les promotions en pourcentage, ça se calcule sur le PDS.
quand vous avez un rabais du patron de 10 mais le 10 ne se calcule pas sur votre prix bottin, sur votre prix distributeur, mais bien sur le PDS. Donc, ça fait quand même assez élevé. 10 c'est 1,29. Donc, il va le vendre à 11,70. Vous payez 1,29 dans ce cas-là. Et aussi les frais de promotion. Mais ça, c'est tout simplement un dollar qui vous dit, regarde, je vais être en promotion dans un tombeau, mettons que c'est pas du congelé, mais on va vous charger un montant fixe, 700, 800, tout dépendant. Là. Ça, c'est un montant fixe qui est en dollars, qui ne se calcule pas sur aucun autre montant. Les coûts en restauration, vous donnez une idée de la différence avec le détail. Un chiffre d'affaires en restauration, mettons un petit coffee shop, un petit bistrot, qui vend 300 000 par année, mais il y a les nourritures, c'est toujours autour de 33 que ça leur coûte. Le papier, environ 4 surtout quand il y a des produits pour apporter. Ensuite, la main-d'œuvre, 22 les loyers, 25 les téléphones, etc. 85 de coûts, il reste 15 sur 300 000, donc il reste 45 000 de profit. OK? Ça, c'est le salaire le salaire en fait, le salaire du franchisé ou du propriétaire. C'est ce qui reste. Si vous vendez 500 000 avec le même nombre d'employés ou presque, mais la grosse différence, c'est que là, vous allez avoir 100 000 de plus dans vos poches. Parce que la grosse différence, c'est vraiment ici le loyer qui reste à 75 000 au lieu d'augmenter, il n'est pas à 25 la main-d'œuvre diminue un peu compte tenu que c'est faire 3 cafés ou en faire 4, ça ne demande pas une personne de plus. Puis évidemment, le coût de nourriture baisse de façon assez importante parce que vous avez beaucoup moins de pertes. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne un peu dans la restauration. Le fonctionnement de l'industrie au détail, mais vous avez Tétro Tarte, mettons qui font des tartes, c'est pas mieux non plus. Le distributeur qui s'appelle Slow-Mo, Tétro Tarte peut vendre avec son camion directement à l'épicerie. Ça, c'est autorisé. Tétro Tarte peut vendre à Slow-Mo et que Slow-Mo va vendre à l'épicerie. Ça se fait aussi. Et Tétro Tarte peut vendre à magasin, au bureau chef, parce que souvent, les bureaux chefs, ils ont des entrepôts et les autres, ils vont vendre après ça à l'épicerie. Tout ça, c'est permis. Tout en même temps, vous pouvez vendre, mettons, métro, ça peut être entrepôt, les autres, ça peut être par un distributeur, vous allez faire des GA, vous faites des GA, mettons, directement. Tout ça, c'est comme accepté. Par contre, le service alimentaire, c'est un autre monde. Mettons, t'es trop tard, mettons un restaurant chez ma tante Yvette, puis mettons Max qui mange une tarte, mais elle peut pas vendre directement à Max parce qu'évidemment, ça n'a pas de bon sens. Il faut que tes trop tard vende à un distributeur qui, lui, va vendre chez ma tante Yvette, puis ma tante Yvette, elle va vendre à Max. Par contre, c'est possible d'avoir votre propre petit camion puis vendre directement chez ma tante Yvette qui, elle, va vendre encore à Max. Et si vous faites ça et vous passez aussi par le distributeur, ça ne marche pas. Ils vont vous barrer parce que vous devenez sa compétition. Fait que vous ne pourrez plus vendre au distributeur, vous allez tout le temps être obligé de vendre directement. Fait que dans le service alimentaire, il n'y a pas de système hybride, c'est livraison via distributeur ou en direct, tout simplement. Comment calculer son seuil de rentabilité? Ça, c'est tellement important de savoir, écoute, tu sais, mettons un exemple, mon chiffre d'affaires, c'est 1 million, mes coûts variables, c'est 600 000, j'ai un coût fixe de 300 000, j'ai un profit de 100 000. Là, je veux savoir, moi, écoute, les périodes qui s'en viennent, ça va être difficile. Fait c'est quoi le plus bas qu'il faut pas que je dépasse plus bas pour perdre de l'argent? Si j'arrive égal, je vais être content parce que c'est une période difficile qui s'en vient, mettons, au début d'année. Alors, la façon de faire, c'est de prendre 300 000 qui vaut coût fixe. OK? On le divise par le pourcentage de profit brut, qui est 40 Si on vous fait le calcul, ça donne 750 000. Donc, si on fait la preuve, le seuil de rentabilité, 750 000, qui est 100 de nos ventes. Le coût variable, il varie selon le volume. Donc, le 60 reste, mais le chiffre va changer, il tombe à 450. Et ensuite, on a le profit brut, qui est toujours 40 qui donne 300 000 dans ce cas-ci. Et les coûts fixes sont à 300 000. Eux, ils restent à 300 000 et c'est le pourcentage qui augmente. Donc, ça arrive à zéro. Puis ça, je vous le dis, là, ça fonctionne, cette petite formule-là, là, ça fonctionne à la scène. Là. Vous avez 63 millions de, je ne sais pas combien de ventes, puis divisé par votre coût de marge, de coût variable, etc., vous allez voir, ça fonctionne à la scène. Si on met ça sur un tableau, des fois, c'est plus facile à comprendre. On a nos ventes ici d'1 million, 600 000, 400 000, etc. Le chiffre d'affaires, 1 million. Fait qu'on fait une ligne jusqu'à 1 million. Ça, c'est notre chiffre d'affaires. Ensuite, on a les coûts fixes, qui est fixe, donc c'est en ligne droite vers ce qui est 300 000 $. Ensuite, on a nos coûts variables, qui est 600 000. Donc, nos coûts total de variable dans 900 000, évidemment, vu qu'on part de 300 000 pour aller à 900.
C'est la façon de le faire parce qu'on a déjà nos coûts fixes. Et ensuite, on a la zone de profit. La zone de profit, c'est ce qui est en jaune, qu'est-ce qui dépasse, où est-ce que ça se rencontre. Et où est-ce que ça se rencontre, justement, c'est là que c'est votre seuil de rentabilité, 750 000. Fait que vous pouvez le faire un graphique si vous voulez pour comprendre c'est quoi votre seuil de rentabilité. Si on fait la même chose, par exemple, et on m'a déjà posé la question, ouais, mais si j'ai des pertes, j'ai 60 000 de pertes. Alors, mon chiffre d'affaires est 600 000. Donc, je fais ma ligne jusqu'à 600 000. Ensuite, j'ai mes coûts fixes. Ce sera pas long, ils s'en viennent, les coûts fixes, à 300 000. Et ensuite, j'ai, en fait, les coûts variables, 300 000, 360 000, excusez. Et le total des deux, ça fait 660 000. Donc, je me retrouve à aller jusque-là, 660 000. Puis ça, c'est ma zone de perte, de déficit, parce que les deux lignes ne se touchent pas. Mais si je continue mes deux lignes dans la même direction, je vais arriver encore à mon seuil de rentabilité à 750 000. Fait que ça fonctionne dans les deux sens. Fait que c'est la meilleure façon de pouvoir faire facilement, dire, écoute, mon seuil je vais l'atteindre quand mon seuil de rentabilité, là. Fait que ça, c'est vraiment important. C'est là qu'on peut prendre des décisions. Et les décisions qu'on peut prendre dans ça, souvent, c'est au niveau des coûts fixes, des coûts variables, excusez. Et ça peut être des coûts fixes aussi, mais les coûts variables, de voir, y a-t-il des produits qu'on devrait arrêter d'utiliser. Et la bonne méthode de calcul, ça, c'est important de la connaître. Puis, ce ne sera pas long. Allez, on y va. Alors, j'ai mon tableau. J'ai même mon efface. Puis, si vous payez un article 1 $ et que vous voulez faire 50 de profit, combien allez-vous le vendre? En général, ce qu'on entend, c'est 1,50 $. Mais c'est pas ça. Parce que 1,50 $, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut faire, c'est l'équation qu'on aurait dû faire, qui aurait dû être plutôt, c'est 1 $ divisé par 50 qui va nous donner 2 $. Alors, donc, ça nous fait 1 $ de profit. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'un profit, ça se calcule sur une vente et pas sur un coûtant. Tantôt, quand on a fait 1 plus 50 on a fait 1,5 $, mais on a ajouté un 50 sur notre coûtant. C'est pas ça le profit. Le profit, c'est sur une vente. Fait que pour le connaître, il faut diviser par 50 Mais mon efface fonctionne. Alors, si on paye un article 1 $, on va faire 30 de profit. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, c'est pas 1,30 évidemment, qu'on vient de voir. L'équation qu'on va faire, c'est 1 $ divisé par 30 ça fait 3,33. Donc, un profit de 2,33. Ça ne marche pas. On est supposé faire 30 Donc, 2,33 divisé par 3,33, ça fait 70 Là, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que 66 plus 100 plus 30 ça fait 100 Donc, la vraie façon de le compter, c'est de prendre le pourcentage qu'on veut, mettons dans le cas-ci 30 et on va diviser par 70 qui est la différence entre 30 et 100. Tantôt, c'était 50, donc c'est 50-50, ça ne paraissait pas. Mais là, en divisant par 70 on va arriver à 1,43. Puis, regardez bien ce que mon efface est capable de faire. Tada! 1,43. Multiplié par 30 ça fait 43 cents, qui est exactement 30 de 1,43. Fait que ça, c'est vraiment important de le comprendre, de diviser et de diviser par la différence entre le pourcentage qu'on recherche et 100 Donc, 30, c'est ça. Fait que si 30 sur... Tantôt, on avait 1,30, on avait 30 sur 1,30, ça fait 23 au lieu de 30. C'est pour ça qu'il faut diviser. OK, moi, je décide d'engager, mettons, Gilles Lavoie, là, je n'ai pas de représentant, mais je dis à Gilles, écoute, je vends déjà un produit 100 $, mais regarde, ce que je vais faire, je vais augmenter mon prix de 10 je vais donner 10 de commission. Bon, fait que Gilles, on t'entend pas, là, mais il faut que tu dises que c'est un bon deal. Fait que là, on fait ça. Fait que moi, il a vendu une caisse. Fait que j'ai avancé, j'ai monté mon prix à 110 $, comme j'avais dit au début. Puis là, je veux payer Gilles, mais là, ce que je fais 110 multiplié par 10 que je donne en commission, ça me donne 11 $. Alors, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Il y en a qui l'ont peut-être compris déjà. Divisé par 90 qui est la différence entre 100 et le 10 Donc, ça fait 111 et 11. Donc, 11 et 11 fois 10 111 et 11 fois 10 ça fait 11 et 11. Fait que c'est vraiment important de comprendre. Quand on divise, on va aller chercher le résultat d'un nombre qu'on ne connaît pas. C'est pas comme si on fait 1 $ puis on rajoute 50 ou par exemple, ce qu'on va entendre souvent, puis ce qui est correct, c'est vous avez un prix, mettons, de 100 $, puis écoute, il faut qu'on augmente notre prix
de 10 %. Là, augmenter le prix de 10 %, c'est multiplier par 10 % plus, ça, c'est correct. Ou augmenter, je ne sais pas, moi, cette année, on augmente nos prix de 2 % tout, partout. C'est tout multiplié par 2 %. Le client va voir qu'il y a 2 % de plus à payer, mais pas 2 % de plus de profit. Ça, c'est vraiment important de le comprendre entre le diviser et le multiplier. Alors, en résumé, multiplier, pas compliqué, c'est le pourcentage sur le coûtant. Diviser, c'est le pourcentage sur le vendant. Fait que ça, c'est vraiment important de le comprendre. Fait qu'en résumé, pour la présentation, bien calculer votre coût de revient par produit. Ça, c'est vraiment important de ne pas le prendre au total, mais c'est par produit parce que c'est en le prenant par produit que vous allez pouvoir rationaliser puis décider qu'un produit, soit que vous l'augmentez ou soit que vous faites tout pour pouvoir baisser le coût ou soit que vous arrêtez de le vendre, tout simplement. Structurez vos listes de prix en fonction des exigences des deux marchés. Vous avez vu que c'est un peu différent, tout dépendant si vous voulez aller dans les deux marchés. Calculez votre seuil de rentabilité, c'est important de le connaître, pas obligé de le faire à chaque fois, mais quand on sait que, mettons, regarde, à partir de 883 000, là, on ne fait pas d'argent, mais on n'en perd plus. Fait que ça, c'est important de pouvoir le savoir, puis pouvoir investir aussi. Afin d'afficher un prix bien comparé avec la concurrence, avant d'afficher un prix, parce qu'une fois que vous affichez un prix dans le marché, plus dans le détail, c'est très difficile de l'augmenter après. Ce que j'ai pas écrit dans ça, qui est important de vous dire, c'est que si vous faites un nouveau produit, vous rentrez chez IGA, puis il y en a qui me disent, ben quand je vais baisser mon prix pour un prix de lancement. Non, faites jamais ça. Vous faites le prix que vous voulez le vendre, puis vous donnez un rabais de lancement. Fait que les clients qui vont l'acheter, ils vont voir qu'il y a $1 de moins parce que c'est un prix de lancement. Excusez-moi, là. Un prix de lancement. Fait que vous ne pouvez plus l'augmenter après. Fait que si c'est un rabais, vous pouvez enlever le rabais puis continuer à vendre. Le client sait quel prix qu'il aurait payé normalement. Fait que prévoir les fonds pour des promotions, ça, c'est vraiment ce qui vous aide au niveau des marchands. Des fois, ça peut être dispendieux, des fois moins, tout dépendant, mais tout se négocie. Asseyez-vous avec le gérant ou le propriétaire, puis regardez une façon de pouvoir promouvoir vos produits. Puis enfin, finalement, évaluer la rentabilité de votre entreprise en calculant les coûts de production, les frais de commercialisation, programme, etc. Fait que c'est ça que ça a l'air. C'est sûr que ça peut être beaucoup plus long. J'en ai déjà fait pendant 2 heures, même en présentiel avec des activités. Mais c'est ça que ça donne. J'espère que ça vous a aidé au niveau de la compréhension du coût de revient. Je tiens à remercier sincèrement nos intervenantes, notre intervenant, ainsi que l'ensemble des participants, pour votre présence et votre engagement aujourd'hui, en espérant que les informations présentées vous seront utiles dans vos décisions d'affaires. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup.